Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur InPinch? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium Plus. Donc, je vous rappelle que le lien vers le service Top Premium Plus est en description de la vidéo. Et c'est uniquement dans ce service-là que vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative. OK? Stabilité, croissance des revenus, c'est intéressant. Parfait. La croissance provient d'où? Voilà la question que vous devez vous poser. La croissance ici en termes de volume, en termes de pourcentage, donne combien sur les 10 dernières années? Est-ce qu'elle accélère ou elle décélère? On a une décélération ici. On a à peu près 19% ici en moyenne sur 10 ans. Sur 5 ans, on a du 17%. Sur 3 ans, on a quelque chose en tout de 26%. Donc, la croissance est de plus en plus élevée. Intéressant. Pourquoi? Ensuite, on regarde ici les marges brutes. Est-ce qu'elles sont au moins stables? On va se dire oui, parfait. Donc, au moins stable sur les dernières années, on va se dire que c'est bien. Ensuite, on regarde les marges EBITDA. Est-ce qu'on a au moins une stabilité? Au niveau des marges EBITDA, non seulement elles sont négatives, mais il faut faire attention. Elles sont de moins en moins négatives. Ce qui veut dire que l'entreprise ici, bientôt va atteindre, entre parenthèses, un point mort, donc un niveau à partir duquel elle aura des marges EBITDA presque nulles. OK? Et si le revenu double, ne serait-ce que... Enfin, si on a un revenu de plus en plus élevé, on pourrait avoir des marges EBITDA de plus en plus élevées. Donc, ça peut être intéressant à aller regarder. Elles sont certes négatives, mais ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. Donc, cette compagnie n'a pas de free cash flow. Elle ne rapporte pas d'argent. Ce qui veut dire ici que, clairement, notre éliminatoire, on met d'abord de côté et on revient plus tard. Est-ce qu'elle arrive au moins à s'autofinancer? Non. Comment est-ce qu'elle arrive à financer ici la dépense en capital? Donc, si on regarde ici le CAPEX par rapport au revenu ici est de combien? 4,12%. Donc, on a à peu près ici capital expenditure. On a à peu près combien? On a quelque chose alentour ici des 12-13 millions qu'il n'arrive pas à générer d'ailleurs en termes de dépenses, bénéfices opérationnels. Donc, ce qui veut dire, cash flow opérationnel plutôt, ce qui veut dire ici qu'on a besoin de s'endetter. Donc, je ne serais pas étonné de voir le niveau d'endettement augmenter ou bien le niveau de cash diminuer ou bien le niveau d'action augmenter. Donc, la dette augmente. On arrive même à la diminuer ces dernières années. Intéressant. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire cela? Uniquement parce que, boum, on a augmenté le nombre d'actions. Donc, on s'est financé en émettant des actions. Donc, 2 millions d'actions ici. Donc, on a levé du capital. Ça ne me dérange pas du moment où c'est temporaire. OK, mais je sais déjà que c'est une note éliminatoire. Pour moi, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser pour le moment. Je la mettrai de côté. Peut-être qu'en observation, un jour, on reviendra dessus si on s'en rappelle. Mais voilà. Maintenant, du point de vue évaluation, vu qu'on n'a pas de bénéfice net, on n'a pas d'EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a juste la marge brute. On a le cash flow, non, pas le cash flow opérationnel parce que voilà, il n'y a rien du tout. On a juste le revenu et la marge brute. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de la regarder ici du point de vue ici, price to sales. Enfin, personnellement, ça sera la valeur d'entreprise sur le revenu parce que j'enlèverai la dette ici. OK? Un price to sales, ça veut juste dire que... c'est quoi la différence entre le price to sell et la valeur d'entreprise sur le revenu? C'est qu'au niveau du prix ici, c'est la capitalisation boursière parce que le price to sell est égal également à la capitalisation boursière divisée par le revenu. Ou bien vous pouvez également faire ici... comment on appelle ça? Vous pouvez également faire ici comment on appelle... Enfin... Pas comment on appelle ça. En termes de valeur d'entreprise, ça veut juste dire qu'ici, on a une entreprise qui n'a pas de dette, qui n'a pas également... Si une entreprise n'a pas de dette et qu'elle n'a pas de cash net également, donc on aura uniquement la capitalisation boursière. Parce que valeur d'entreprise égale capitalisation boursière plus... plus la dette ou moins le cash net. C'est pour ça qu'on dit plus ou moins la dette. La dette nette, on va le dire comme ça. OK? Parce que si la dette nette est négative, ça sera moins. Si la dette nette est positive, ça sera plus. OK? Donc, ici, j'espère que vous avez compris. Donc, si vous n'avez pas compris, allez-y regarder la formule price to sales et la formule valeur d'entreprise sur le revenu. Regardez, c'est quoi la valeur d'entreprise? Quelle est la formule, la valeur d'entreprise? Et vous essayez de regarder le price to sales. Pourquoi est-ce que je mentionne que c'est également la capitalisation boursière divisée par le revenu? Donc, là, en moyenne, le business en lui-même, par rapport à lui-même, même pas par rapport à son secteur d'activité, parce que dans ce secteur d'activité, c'est 2 fois le revenu. OK? Vous pouvez aller regarder sur Guru Focus les compagnies américaines. Dans le segment des semi-conducteurs, vous allez trouver 2 fois le revenu. Donc, on a un price to sell sur 2. Ce qui veut dire ici que si je prends la moyenne du secteur d'activité, on sera à 36 $ l'action, moins la dette nette. Donc, 36 $ l'action ici, moins la dette nette. On a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? On a une dette nette aux alentours ici des 2,50 $. 2,50 $ ici, ça donne aux alentours de 33 $ ou bien 33,50 $ par là. OK?
Premier niveau. Ensuite, si on la prend uniquement par rapport à elle-même, parce que ça reste une compagnie avec une certaine croissance, donc le price to sell est influencé également par la croissance des entreprises qui ont des marges différentes, des croissances qui ont surtout des marges différentes, n'auront généralement pas le même price to sales. J'ai bien parlé du price to sales, je n'ai pas parlé d'ici de la valeur d'entreprise sur le revenu. OK? Donc, il faut faire attention. Donc, si je prends 6 fois ici, c'est uniquement par rapport à l'entreprise. Donc, si on revient à la moyenne, sa moyenne historique à elle, et je vous ai déjà dit que pour moi, c'est déjà une note éliminatoire où je fais de la guesstimation ici, ou bien si je comprends tellement bien ce secteur d'activité, je vais me dire, on a peut-être quelque chose d'assez intéressant ici, surtout si on est leader sur le secteur d'activité, et si on peut fixer les prix. OK? Parce qu'il me semble qu'il y a également la compétition dans ce qu'elle fait. Je ne vous ai pas dit ce qu'elle faisait ici, mais vous pouvez aller vérifier ça de vous, même si une entreprise vous intéresse au niveau des chiffres. La première chose que vous allez regarder, c'est qu'est-ce qu'elle fait. OK? Donc, si on prend à 6 fois les revenus, on sera à peu près à $109. Qu'est-ce que je prends entre les deux? Personnellement, j'aime toujours me protéger. Je prends la moyenne du secteur d'activité, je serai à 36. Maintenant, on ira voir quand l'entreprise ici va générer les free cash flow, etc. Si on fait de la guesstimation, mais non, parce qu'on a un tout petit peu de guesstimation ici, tout en mentionnant que 50% du temps, les analystes se trompent et on n'a pas de free cash flow. Donc ici, c'est des free cash flow à ajuster, d'accord? Si on la prend à 25 fois les bénéfices, parce que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, même si tu t'appelles croissance plus, ok, avec quand même un tout petit peu d'extrapolation derrière. Donc, on sera au niveau de $80. Dans tous les cas de figure, qu'on soit à 36, 33, 80, la conclusion est simple. Je préfère rester sur les lignes de côté. J'observe. Est-ce que je vais me l'observer? Je n'en sais rien parce que je ne la garderai pas dans ma watch list, ok? Elle sera peut-être intéressante demain, mais en termes de rentabilité, il y a quelque chose de plus en plus intéressant, d'accord? Donc, si elle vous intéresse du point de vue chiffre, allez-y, plongez en profondeur. Moi, elle ne m'intéresse pas du tout, donc je préfère rester sur les lignes de côté. Peut-être demain, ça sera un business extraordinaire. On se dira que, c'était que le moment de s'y intéresser. On ne poursuit pas les actions, on les attend sur place. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si vous aussi voulez faire des demandes d'analyse quantitative, c'est uniquement dans le service Top Premium Plus. Si vous avez des questions par rapport à ça, il y a un point ici sur le lien en question. Donc, sur la page en question, vous pouvez réserver un appel. Bye.